Les couleurs. Voilà ce qui nous frappe d'emblée lorsqu'on découvre la Colombie. Notre œil est d'abord attiré par les teintes vives ou insolites. La couleur d'une rivière, l'éclat d'une fleur, d'un monument, d'un paysage, d'un costume traditionnel ou d'un objet précieux. Alors pourquoi ne pas explorer la Colombie à travers le filtre d'une couleur ? En Colombie, le vert évoque avant tout la couleur de la pierre précieuse qui fit sa richesse, l'émeraude, symbole de puissance et d'immortalité. C'est aussi la couleur d'une nature qui brille ici par sa luxuriance et sa diversité. Partons à la découverte de la Colombie à travers la couleur verte. À près de 1000 km au nord de Bogota, dans les hautes vallées de la Sierra Nevada de Santa Marta, se trouve un massif montagneux unique. Culminant à 5800 mètres, cette pyramide aux parois vertigineuses est une terre à part. La terre d'une tribu indigène qui vit ici depuis plus de 500 ans. La terre des Kogies. C'est un territoire sacré dans lequel on ne pénètre pas sans offrande. Les gens qui veulent monter à la Sierra Nevada doivent s'acquitter d'un paiement spirituel, comme le font les Kogies. C'est un échange. Comme nous recevons de la nature, nous devons payer spirituellement pour ne pas avoir de dette. Selon cette logique, les Kogies expliquent le désordre naturel qui existe aujourd'hui sur la planète. Nous prenons l'énergie de la nature et nous ne la remboursons pas. Aujourd'hui, nous venons rendre visite à la mère nature. Ce n'est pas une chose anodine. Il faut donc nettoyer nos corps psychiques et émotionnels, nettoyer toutes nos pensées négatives en les déchargeant ici spirituellement. En plus de cela, nous apportons des cadeaux de pensée et des cadeaux matériels comme de l'argent, des fruits et tout ce que nous considérons comme bon et positif. L'énergie de nos pensées est recueillie dans les feuilles de coca. On les donne à la terre-mère par ces trous par lesquels elle se nourrit. Comme ça, nous serons protégés pour monter sur les montagnes. Il ne nous arrivera rien. Lorsque l'on s'enfonce dans cette nature sauvage, on est surpris de croiser ses habitants. Les Indiens Kogies sont les derniers héritiers des Taïronas, l'une des plus grandes sociétés précolombiennes du continent. Cette montagne est leur sanctuaire. La Sierra Nevada est à leurs yeux le centre du monde, la terre-mère qui dicte les codes de leur société. La déforestation a contraint les Kogies à se réfugier plus en altitude. L'ascension vers leur village prend plusieurs heures. Au centre de cet univers, le Mama. C'est le chef qui règle l'ordre social et spirituel. Nous, les Mamas, consultons toujours notre Dieu. On lui demande comment communiquer avec les autres. On le consulte pour savoir quoi dire, quoi faire. On communique avec notre Dieu à travers l'esprit de Sewa.
Dans ce bol, si des bulles apparaissent, la réponse est oui. Sinon, la réponse est non. Sewa prend soin de notre planète, la Terre, de notre eau, de nos lagunes, de la mer. Sewa nous donne tout cela. Et nous devons le payer pour tout ça. À la conquête espagnole au XVIe siècle, on dénombrait 500 000 Chibchas et Taïronas. Décimés par les combats et les maladies, il ne reste que 25 000 descendants de ces indigènes, reformés en divers groupes. Parmi eux, les Kogis, dont il ne reste aujourd'hui que 12 000 individus. Menant une existence secrète et isolée, l'organisation sociale des Kogis est restée intacte. J'ai fondé les villages de Quinquamero et de Tugueca suite à ma formation de Mama. Tous ces enfants sont mes petits-enfants. J'ai 12 enfants, 10 filles et 2 garçons. La famille complète, petits-enfants compris, est de 50 personnes. Les femmes fabriquent des sacs avec des fils de fiquet et de coton pour pouvoir les vendre ensuite. Le tissage des sacs est le travail spirituel des femmes. Le travail spirituel des hommes est d'utiliser le poporo. Ce sont des tâches que Sewa nous demande d'effectuer. Le poporo est ce récipient qui contient une poudre blanche provenant de coquillages pilés. Les hommes utilisent un bâtonnet pour prélever un peu de cette poudre et la mélanger à la boule de coca qu'ils mâchent. Ce mélange les maintient dans un état second. C'est un rituel auquel tous les hommes se prêtent. Cette maison est réservée aux hommes. On l'appelle le Nunue. Les hommes et les femmes vivent séparément. Ici, nous faisons nos conseils spirituels et nous initions les jeunes au poporo dès l'âge de 12 ans. De même, nous fêtons ici le passage des jeunes femmes à l'âge adulte, lorsqu'elles sont prêtes à se marier. Au sein de la société des Kogis, il n'existe aucune hiérarchie. Chaque membre du groupe a la même importance et aucune décision n'est prise sans que chacun ait pu s'exprimer. Dans la vie des Kogis, la spiritualité est partout. Privilégiant les choses de l'esprit, très tôt ils initient leurs enfants au mystère de la religion. Pour devenir un mama, il faut avoir été élu, tout bébé, lors d'un baptême. Ces élus sont appelés les Cuivi. Ils sont choisis pour suivre une formation particulière sur nos connaissances ancestrales. Ils doivent apprendre à mener nos rituels spirituels, mais aussi à aider leur communauté. Pour apprendre cela, le Cuivi doit être enfermé dans une grotte, à l'écart de la communauté. Là-bas, le Cuivi grandit dans une solitude totale. Peu à peu, avec le temps, le Cuivi intègre tous ses savoirs, toutes ses connaissances dans sa tête et dans son cœur. Cultivateurs et éleveurs, reliés à la nature, les Kogis observent chacun de ces phénomènes et veillent à son équilibre. Ils tentent de préserver la terre et ses ressources, dont ils se considèrent les gardiens. Une bonne récolte serait interprétée comme un signe de remerciement de la terre. L'usage d'engrais, de pesticides ou la mécanisation des tâches sont interdits.
Les Kogis dialoguent avec la terre. Ils s'excusent des blessures spirituelles qu'ils lui causent. Pour tout ce que nous prenons à la nature, nous devons demander la permission en envoyant des messages à la forêt, à la nature. Il y a certains sites sacrés de la forêt que personne ne peut toucher. Alors Sewa envoie des messages car son temple est saccagé. Et donc il convoque les tempêtes et les tremblements de terre pour punir les hommes. C'est à cause des mauvaises actions de nos frères que le climat est en train de changer. Les hivers, les étés, les saisons, le rythme des pluies, plus rien n'est normal. Même ici dans la jungle, nous sommes affectés par ces changements. Cela affecte nos cultures. Maintenant, nous avons beaucoup de parasites. Avant, par exemple, il y avait beaucoup de cultures de café dans ces montagnes. Mais nos frères mineurs ont saccagé la forêt. Ils ont endommagé nos terres. Et le café a complètement disparu de la Sierra Nevada. Malgré les sollicitations de l'État, les Indiens Kogis préservent à tout prix leur autonomie et leur isolement face au monde moderne et industriel. À 1000 km au nord de Bogota, la première capitale du pays, Carthagène des Indes, fut fondée en 1533. Joyau de l'architecture d'inspiration andalouse, cette ville d'1 million d'habitants est devenue un pôle touristique majeur. Elle tire son charme de ses remparts, de ses maisons multicolores et de ses jardins. À quelques kilomètres à peine, au milieu d'une mangrove, se trouve un petit village de pêcheurs. Fondée il y a 300 ans par les descendants d'esclaves, la Boquilla présente un visage différent de sa grande voisine. Elias est né à la Boquilla. Chaque jour, il navigue dans les tunnels de la mangrove. C'est le tunnel de l'amour. On dit que quand on y rentre à deux, on en sort à trois. Je suis né ici dans la Boquilla il y a 56 ans et j'ai vécu ici toute ma vie. Je suis fier d'être un boquillero. Parce que tout ce que j'ai, la Boquilla me l'a donné, et aussi pour mes 3 enfants et mes 16 petits-enfants. La mangrove est une forêt immergée qui vit au rythme des marées. Elle se divise en canaux où les palétuviers rouges prospèrent grâce à leur extraordinaire adaptation à la salinité de l'eau, due au mélange de la mer et de l'eau douce. C'est un écosystème riche qui sert d'abri à une faune variée et qui procure d'importantes ressources aux populations qui y vivent. La mangrove me procure ma nourriture. Elle me donne tout. Grâce à la pêche, elle me donne de quoi manger. Elle me permet de gagner de l'argent grâce aux touristes qui viennent ici. Tout ce que je possède, la mangrove me l'a donné.
Lorsque je me promène dans la mangrove, je suis joyeux, je sens la pureté de l'air. Je voudrais toujours être en train de naviguer dans cette mangrove. Ça, c'est le fruit de la mangrove rouge. Ce fruit, dès qu'il tombe, il commence à pousser. C'est pourquoi la mangrove existera toujours. Les graines de palétuvier rouge et blanc germent quand elles sont encore sur l'arbre mère. Puis les jeunes plantules se détachent pour se ficher directement dans la vase ou être entraînées par le courant. Pour parvenir à vivre dans ces conditions, les palétuviers ont développé des stratégies ingénieuses. Le palétuvier rouge a un système racinaire aérien qui lui permet de respirer et d'être stable dans la vase. Ce sont des arbres sur pilotis. Ces arbres respirent par là. La mangrove rouge respire par ses orifices, par ses petits points blancs. Elle prend de l'oxygène par ici et le ressort par là. Alors, la pêche est bonne aujourd'hui? La pêche n'est pas très bonne. Je n'ai pas attrapé grand-chose, seulement 2 poissons. Comme il ne pleut pas beaucoup en ce moment, il n'y a pas beaucoup de poissons dans la mangrove. Dès qu'il pleut, il y a plus de chances d'en trouver quelques-uns. Et avec ça, on a assez de nourriture pour nous tous, et on peut en vendre. En ce moment, on pêche surtout des crabes. La mangrove, c'est la chose la plus précieuse que nous ayons. Elle représentait une protection pour nos ancêtres. Ils ont beaucoup voyagé dans ces canaux. Et c'est là qu'ils se protégeaient des courants forts et des vents alizés. Véritables forêts amphibies, les mangroves forment ainsi une barrière naturelle entre la terre et la mer. Elles atténuent les effets des tempêtes, protègent le littoral de l'érosion et filtrent les polluants de l'eau de mer. C'est une mangrove très épaisse. C'est pourquoi nous, les boquilleros, on dit que c'est notre plus grande protection. Elle est notre vie, la santé, l'oxygène. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde prenne soin d'elle, de la même façon que nous en prenons soin. J'ai monté une association qui s'appelle Manglares de la Boquilla, qui apprend aux enfants à ne pas endommager la mangrove. Le but est aussi qu'ils apprennent à leur famille l'importance de la conserver. Parce que si nous l'endommageons, nous mourrons tous.
Bogota, la capitale de la Colombie, est perchée à 2600 mètres d'altitude. Après presque un siècle de violence et d'affrontements liés à une grande instabilité politique, la ville tente d'oublier son passé trouble en se parant d'œuvres d'art. Dans cette ville aux 1000 facettes, la tradition a conservé son importance, surtout quand elle concerne un trésor local. Sur la place de la Candelaria, de drôles de sentinelles battent le pavé. Ils attendent de potentiels acheteurs pour un trésor arraché aux entrailles de la Colombie, les émeraudes. Vous n'en avez pas des plus colorés? Non, je n'en ai pas. Mais j'ai celle-là. Ah oui, celle-là, elle est en forme de larme. Oui, c'est ça. Toutes les émeraudes de Colombie proviennent du triangle vert de Bovaca, une vallée de la cordillère des Andes située à 200 km au nord de Bogota. À l'époque précolombienne, les Indiens Chibchas utilisaient l'émeraude comme monnaie d'échange. Et elle est à combien? 20 millions de pesos. Non, elle coûte pas ce prix-là. Tu sais ce qui la tue? Regarde la couleur. Elle a un défaut dans le cristal. Carlos est négociant. Il a grandi tout près de la mine de Coscoes, un des principaux gisements. Depuis ses 11 ans, il est fasciné par cette pierre précieuse. J'ai commencé dans la mine de Coscoes. Je retournais la terre au bord d'un ruisseau à la recherche d'émeraudes pour gagner un peu d'argent. Ma récompense pour un travail vraiment épuisant, un travail très dur. Ensuite, j'ai été amené à travailler à l'intérieur de la mine. J'ai appris à manier les explosifs. C'est un métier que j'adorais. Puis j'ai commencé à négocier et aujourd'hui, ça fait 37 ans que je vends des émeraudes. Et là, ton lot, il coûte combien? 10 millions. Ok, c'est bien, ça va faire des cabochons. Mais pour facetter, non. Non, ça vaut rien. Là, t'as 300 carats. Non, 700 carats environ. Tu peux me donner quelque chose pour 2 millions de pesos? Non, non, il faut plus. Il faut plus? C'est-à-dire, combien? À partir de 4 millions. Waouh, c'est cher. Si la marchandise est de faible qualité, nous pouvons la négocier comme ça, dans la rue. Mais quand il s'agit d'une marchandise de prix élevé, la négociation ne se fait pas ici. On emmène la pierre dans des bureaux où on peut l'analyser et la peser. Je regarde encore un peu ces émeraudes pour voir ce qu'on peut en tirer, mais il me semble que nous ne pourrons pas faire affaire. Le prix est assez élevé. Il s'agit d'une pierre de basse qualité. Par exemple, regardez les incrustations blanches. Vous les voyez là? C'est du quartz blanc incrusté. Dans cette pierre-là, il y a des incrustations de marmara. Elle a beaucoup d'imperfections. Les pierres de cette qualité, une fois taillées en forme de goutte, peuvent quand même devenir des cabochons, montés sur de l'argent. La qualité d'une émeraude est basée sur 3 critères: sa couleur, sa pureté et sa taille. C'est en Colombie que l'on trouve les plus grosses émeraudes. En 1999, une pierre exceptionnelle de 11 000 carats y a été découverte. Le mystère de l'émeraude est quelque chose d'exceptionnel. On tombe facilement amoureux de cette pierre à partir du moment où on la voit sortir de la mine. Quand on réalise les efforts des mineurs pour l'extraire, mais aussi simplement pour en trouver. L'émeraude est une pierre insaisissable. Ça n'est pas donné à n'importe qui d'en trouver une. Certains peuvent chercher des émeraudes pendant 10, 15 ans sans jamais en trouver. L'émeraude me fascine, elle synthétise ce que la nature offre de plus spectaculaire.
C'est en entrant dans les entrailles de la Terre pour la chercher qu'on réalise la force de ce mystère. Les émeraudes résultent de l'alliance de roches riches en chrome et de roches riches en métal. Au fur et à mesure de la remontée du magma à travers la roche, ces deux éléments s'unissent afin de créer de fins cristaux auxquels le chrome donne cette couleur verte. Bonjour, bonjour. C'est l'atelier où on taille les émeraudes. C'est ici que l'on sait définitivement si on a fait une bonne affaire ou pas, après avoir acheté une pierre brute. C'est lorsque la pierre est taillée qu'on sait si on a gagné ou si on a perdu de l'argent. La pierre brute doit être taillée et polie. Le tailleur de pierres précieuses, qu'on appelle le lapidaire, a la responsabilité du choix de la face de la pierre qui sera visible. Il l'a choisie de façon à ce qu'elle renvoie le maximum de lumière et offre la plus belle couleur. Cette pierre a été taillée en forme de cœur. Initialement, elle pesait dans les 10 ou 11 carats. Maintenant, elle pèse dans les 4 ou 4 carats et demi. Brute, on pouvait déjà voir si elle était de bonne qualité. Mais une fois taillée, on voit que son cristal n'est pas homogène. Il y a une partie plus sombre. Alors elle perd de la valeur, son propriétaire a perdu de l'argent avec celle-là. C'est pas une bonne affaire. Le poids moyen des émeraudes colombiennes varie de 40 à 200 carats. Si la pierre atteint un haut degré de pureté, elle peut atteindre les 7 000 € par carat. Ici, nous avons une pierre totalement finie. Elle pèse 30,88 carats. Celle-ci, 7,10 carats, mais c'est une très bonne qualité. Celle-ci, c'est la moins chère. Elle vaut 1 200 $ américains. Celle-ci, environ 3 500 $. Et celle-ci, vu sa qualité, vaut dans les 10 000 $. Pour moi, le commerce des émeraudes est un beau métier. C'est complexe. Parfois, il y a de la joie, parfois de la tristesse. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, certaines un tout petit peu. Moi, c'est un métier qui m'enchante. C'est fascinant. Département du Quindío, au centre du pays. Entre Bogota, Cali et Medellín, voici le triangle du café. Originaire d'Éthiopie, le café serait arrivé en Colombie au XVIIIe siècle en passant par le Venezuela. La caféiculture s'étend massivement à travers le pays dès la seconde partie du XIXe siècle. La Colombie est aujourd'hui le deuxième plus grand producteur de café après le Brésil. Le village de Salento est niché à plus de 1800 mètres d'altitude. C'est une bourgade qui offre aux voyageurs la quiétude idéale pour profiter de la nature et du meilleur des cafés. Dans leur très grande majorité, les habitants sont des descendants des colons espagnols. La ferme El Ocaso est dirigée par Gustavo.
Mon histoire autour du café commence avec ma grand-mère. Elle était agricultrice. C'était dans les années 70, j'avais à peine 12 ans. Elle me demandait de l'accompagner à la ferme de café et pendant qu'elle travaillait, je jouais dans les champs de café. Peu à peu, j'ai découvert toutes les étapes qui finissent par aboutir à une bonne tasse de café. Comment on le sème, comment on le cultive, comment on le récolte, bref, tout le processus. Mon père est mort en 1998. Je suis devenu le seul propriétaire de la ferme. À partir de ce moment-là, nous avons converti la ferme en projet familial avec ma femme et mes 4 enfants. Je suis en train de récolter le café. C'est l'étape que je préfère. Je récolte uniquement les grains rouges, ceux qui sont déjà prêts à être traités pour devenir une excellente tasse de café. Venez ici. Cette fleur ne dure que 3 jours. Quand elle meurt, elle laisse le petit grain formé. Il faut ensuite 9 mois, le temps d'une grossesse, pour donner un fruit mûr comme celui-ci. À l'intérieur, le grain mûr comporte 2 grains de café. C'est ce qu'on appelle la cerise et le parchemin. À l'intérieur du parchemin se trouve l'amande. L'amande est le grain qui est torréfié pour faire du café. C'est très doux, doux et délicieux. En Colombie, le climat tropical exige que la culture du café se fasse en altitude. Les meilleures conditions pour un bon café de montagne sont à 1800 mètres d'altitude. Ainsi, la fraîcheur permet au café de mûrir plus lentement. Le café d'altitude a une particularité. Comme la température est faible pendant la nuit, tout au long de sa maturation, le café absorbe plus de sucre par sa peau. Par conséquent, il devient plus sucré dans sa tasse, avec des notes qui peuvent être assimilées au caramel ou à la vanille, des notes douces. Ici, les bananiers ne sont jamais loin des caféiers. Ce sont 2 cultures complémentaires qui profitent des mêmes nutriments. Les bananiers permettent de faire de l'ombre aux caféiers, pour les protéger d'un soleil trop fort. Ils fournissent également une nourriture riche et peu coûteuse aux cultivateurs. Cultiver le café est difficile. Ça nécessite un grand investissement et beaucoup de patience. Entre le moment où on sème une graine de café jusqu'à ce qu'elle donne le premier fruit, il va se passer 3 ans. C'est un métier qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais quand on regarde tout le travail accompli autour du café, tout ce qu'il représente pour ma famille, on ne peut que devenir passionné par cette culture. Hola Juan. Salut Juan, ça va? Ah. Ça, c'est du bon café. C'est sûr. Ok. Bueno. À la ferme de Gustavo, on privilégie les méthodes artisanales. Cette machine qui permet d'enlever la peau du grain a plus de 100 ans. Cette machine permet d'enlever la peau du café. Si je tourne comme ça d'un côté, les grains de parchemin sortent. Et de l'autre côté, la peau sort. Puis, on enlève la coque du grain du parchemin afin d'obtenir l'amande. La peau, nous l'utilisons pour en faire du compost et fertiliser les champs. C'est l'amande que nous allons torréfier plus tard. Les amandes de café sont ensuite mises à sécher dans ces serres. Puis elles seront conservées dans des sacs pendant 3 mois, le temps nécessaire pour stabiliser le goût.
Il sent déjà bon. Uf, rico. Une odeur riche et délicieuse. Ce café a une saveur divine. Hola. Bonjour, ¿Cómo está? comment allez-vous? 6 selecciones. Y ya está. Il sent très bon, n'est-ce pas? Oui, très bon. Ya. Tu sélectionnes les grains un par un? Oui. Ce sont les mauvais et ce sont les bons. Los buenos. Es una calidad diferente C'est que une autre es qualité más de café. económico. Il se vend moins cher. Normalmente, el café de consumo- C'est normalement le café de consommation locale en Colombie. Le meilleur est réservé à l'exportation. Le café est vraiment une culture que nous devons protéger, que nous devons conserver et que nous devons promouvoir dans le monde afin qu'elle perdure. Cette tradition doit se conserver très longtemps, car nous sommes 550 000 familles à vivre de ce métier. Nous allons voir maintenant le processus de torréfaction tel que nos grands-parents le faisaient. Le but, c'est que la torréfaction développe les vertus du café. Les caractéristiques de notre café, c'est un goût caramélisé avec une pointe de vanille, avec un corps très crémeux, une acidité citrique. C'est une torréfaction moyenne, afin que le café absorbe tous les sucres qu'il possède et nous révèle toutes ses saveurs dans la tasse. Là, on le moud. Goûtez-moi ça, un délicieux café colombien. Majoritairement agricole, cette région regorge de trésors végétaux. À 10 km de la ferme de Gustavo, la vallée de Cocora déploie ses plaines verdoyantes. C'est le berceau de l'arbre national, le palmier de cire, la plus grande espèce de palmier au monde. Marino Toro est né à Salento. Il fait découvrir la vallée aux voyageurs et les sensibilise aux enjeux écologiques du site. Chaque jour, je profite de ce paradis. Je me sens très fier. J'adore cet endroit. Je l'aime parce que c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où on profite de la vue et où on se vide l'esprit. Un endroit où nous sommes en paix et en contact avec la nature. Le palmier de cire est l'arbre national colombien. Il a été découvert lors de l'expédition botanique de 1785. Il peut atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur et vivre 200 ans. C'est grâce aux conditions climatiques particulières de cette montagne tropicale que poussent ces palmiers gigantesques. Les températures dans la vallée oscillent rapidement entre 15 et 25 degrés. Très humide, il pleut presque quotidiennement. Les palmiers de cire hébergent cette mousse végétale, une sorte de lichen. Elle joue un rôle très important quand il pleut. Elle agit comme une éponge en absorbant l'eau et la libère goutte par goutte ensuite. Ce palmier est surnommé acier végétal. D'une consistance fibreuse, sa tige est souple et résistante lors des vents forts. Il n'a aucune branche à l'exception de ses grandes feuilles. Profitant de ses qualités, les hommes l'ont surexploité, notamment pour fabriquer des canaux d'irrigation.
On l'appelle le palmier de cire parce que le nom scientifique de notre arbre national est Ceroxylon quindiuense. Cette couche grise qui recouvre le tronc, c'est de la cire. Les paysans la récupéraient et l'utilisaient comme imperméabilisant. Ils utilisaient la cire également pour la mélanger avec des graisses animales et en faire des bougies, quand il n'y avait pas de réseau électrique. Ils les utilisaient pour s'éclairer. Et donc, ce que les paysans faisaient, c'était racler le tronc et ils obtenaient cette poudre acide. Voilà la fameuse cire. C'est la couche qui protège l'arbre. Si la cire est enlevée, l'arbre devient poreux et perméable. Du coup, l'eau pénètre et affaiblit l'arbre qui peut mourir. Aujourd'hui, c'est une espèce protégée et on n'a ni le droit de le couper ni d'en prendre la cire. Ils sont seulement là pour embellir l'environnement. L'extinction du palmier à cire menacerait de nombreuses espèces qui trouvent refuge dans cet arbre ou s'en nourrissent, tels que le merle géant ou le toucanet émeraude qui consomme son fruit, ou encore l'ours à lunettes qui mange son cœur charnu. La reproduction de ce palmier est aléatoire et sa croissance longue. C'est pourquoi Marino a créé une pépinière pour laisser les graines germer à l'abri des dangers naturels. Cette graine met alors 1 année pour se développer. Amis de France, vous êtes aujourd'hui nos invités d'honneur. Quand vous rentrerez chez vous, vous deviendrez nos ambassadeurs en emportant avec vous de très beaux messages de la Colombie. Le cœur de la France restera dans ce palmier et vous emporterez le cœur de la Colombie avec vous. Ce palmier va s'appeler la Parisienne, de la ville lumière la plus belle du monde. Nous allons offrir ce palmier au dieu Inti. Il faut s'accroupir devant la Pachamama, la terre-mère. Nous allons poser nos mains comme signe de protection et lui promettre qu'il va bien grandir. Nous allons lever les bras pour lui souhaiter qu'il pousse très haut. Les semis de 3 ou 4 ans seront ensuite replantés dans la forêt. Mais il faudra une vingtaine d'années pour que la tige atteigne ces hauteurs vertigineuses. Depuis la création du programme de reboisement de la forêt, Marino a déjà planté 4000 arbres. Je suis né dans ces belles terres il y a 64 ans. J'ai toujours vécu dans cette vallée. D'ici, j'allais en ville à l'école, en marchant ou à cheval. Je me sens encore avec beaucoup d'énergie. Je me compare à ce fort palmier de cire. C'est la vie. Ce palmier est plein d'énergie. Tu libères tes mauvaises énergies et tu te recharges avec de bonnes énergies. C'est pourquoi embrasser un palmier de cire, c'est comme embrasser la plus belle femme du monde, l'épouse, la fille ou la mère. Aux portes du Brésil et du Pérou, l'Amazonie colombienne occupe près d'un tiers du sud du pays, une région appelée les 3 frontières. Leticia, la ville la plus importante de la région, compte 35 000 habitants. C'est un petit port animé où l'on vit essentiellement de la pêche, de l'agriculture et du tourisme qui constitue le principal port colombien de l'Amazone, à 3700 km de l'embouchure.
L'Amazonie est la forêt tropicale la plus riche en faune et en flore. C'est le dernier refuge d'espèces menacées, comme le jaguar. Cependant, l'activité humaine met en péril cette biodiversité. Le long de ces rives vit un grand nombre de peuples autochtones, répartis dans 16 réserves. Ils se sont sédentarisés au cours des années et dépendent de la communication fluviale. Dans la réserve de Kalanoa, un écologe a été créé pour accueillir les voyageurs soucieux de l'environnement et des populations locales. Maria Monayatose gère cette réserve depuis 2011. La vision qui anime ce lieu, c'est la volonté de promouvoir un tourisme communautaire et écologique. Toutes les personnes qui travaillent quotidiennement dans cette réserve sont issues des communautés indigènes voisines. Nous recherchons également la conservation et la protection de l'environnement. El Vergel se compose de 3 groupes ethniques, les Cocamas, les Yaguas et les Ticunas, pour une population totale de 350 habitants. Dans les communautés indigènes, en général, les besoins sont nombreux, car le revenu économique est très faible. Notre mission est non seulement de contribuer à l'augmentation du revenu économique des 3 communautés, mais aussi de s'étendre à d'autres communautés en les connectant entre elles, tout en tenant compte de leurs besoins et en cherchant les moyens de les soutenir. Kalanoa est un projet global qui intègre les aspects économiques et éducatifs pour favoriser la préservation de la diversité culturelle et naturelle de la jungle amazonienne. Chaque groupe ethnique a ses propres coutumes, ses propres traditions et ses propres racines. En plus, c'est une société qui vit en paix, dans la fraternité, comme si c'était une seule et unique ethnie. Dans cette société, tout le monde est intégré. Tout le monde participe aux travaux communautaires, tous tournés vers un but commun. Toutes les actions entreprises au sein de la réserve Kalanoa se font en partenariat avec les communautés autochtones. Ce système s'appuie sur leur connaissance des ressources et des techniques traditionnelles. Le mot « ticuna » signifie l'homme, mais aussi la couleur noire, en référence à leur coutume de se peindre le corps d'un pigment sombre naturel. Selon leurs croyances, ces peuples sont les descendants des poissons qu'une divinité aurait sortis du fleuve, décidant de leur donner une vie terrestre. On estime leur population à environ 8000 âmes. Pour moi, la jungle représente la vie, car elle nous donne beaucoup. D'abord, elle nous donne de l'air pur, elle nous donne les animaux. La jungle est notre mère, et elle nous protège. Si on ne respecte pas Mère Nature, elle nous punit. J'ai eu la chance de naître dans la jungle. C'est quelque chose dont je suis très fière. Ça me donne du courage et de la volonté. J'ai bon espoir de continuer à préserver la jungle.
La forêt amazonienne est l'espoir de la planète. Pour moi, le vert est la couleur de l'espérance. S'il est un pays soucieux de la protection de son patrimoine naturel et culturel, c'est bien la Colombie. Paysages, savoir-faire, communautés autochtones, partout la couleur verte s'impose pour se conjuguer au futur.